midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Il est 12 heures également en temps universel. Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, les 17 femmes de PASTEF arrêtées vendredi déférées au parquet ce matin. Elles risquent une inculpation pour attroupement sur la voie publique et menace de troubles à l'ordre public. Incendie du domicile du député Seydou Diouf à Rufisque. La police ouvre une enquête, mais aucune arrestation pour l'instant. À suivre notre dossier sur le positionnement des partis d'opposition sur cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et puis sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, la notification au ministre de la Justice annoncée pour aujourd'hui. Grève de soutien au secrétaire général du SAEMS authentique Dame Mbodj. Mouvement peu suivi, nous irons dans la banlieue de Dakar. Campagne de vaccination contre le Covid-19. Des médecins en spécialisation dénoncent leur mise à l'écart et annoncent un mouvement d'humeur dans les tout prochains jours. À Thiès, des personnes à mobilité réduite se mobilisent pour la vaccination. Et puis, faux billets en circulation. Les saisies se multiplient au Sénégal. Comment les Sénégalais se prémunissent-ils des billets trafiqués? Vous entendrez le reportage d'Anna Rocha. Enfin, rendez-vous en fin d'édition avec notre rubrique Point de vue. Avec nos deux intervenants du jour, nous évoquerons les répercussions de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dans d'autres secteurs de la vie nationale. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Allons d'abord à Sédhiou avec cette arrestation ce matin de 5 membres de PASTEF à Sédhiou, dont la coordonnatrice Jaune Sud des femmes du PASTEF, Djigénou PASTEF, Fatou Bintou Diédhiou. Ces partisans d'Ousmane Sonko ont tenté une marche spontanée pour manifester leur soutien à leur leader et dénoncer selon eux un complot orchestré par le régime en place pour nuire à un adversaire politique, à savoir Ousmane Sonko. Au total, 3 femmes et 2 garçons ont fait l'objet d'arrestations de la part de la police. Mais avant cette arrestation, la coordonnatrice Zone Sud Djigénou PASTEF a fait cette déclaration. Voici les propos de Fatou Bintou Diédhiou au micro de Max Euclide Kamfani. Ce plan d'action, c'est de combattre aujourd'hui ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans ce pays. Notre démocratie est à terre. Aujourd'hui, des leaders sont en train d'être tués politiquement. Et nous n'allons pas l'accepter parce que Ousmane Sonko est notre espoir. Aujourd'hui, il est clair et net aux yeux de tout le monde que c'est une machination, un complot monté de toutes pièces. Et nous allons combattre cela jusqu'à notre dernier souffle. Que les patriotes se tiennent prêts. Que les patriotes se tiennent prêts. Parce que ce sera la mort ou la liberté. Nous sommes prêts à tout. On nous a refusé des marches. Ici à Sédhiou, on a même introduit une demande d'autorisation de marche pour être dans la légalité. Mais comme nous faisons face à un État qui profite de cette situation de pandémie pour réprimander, pour vraiment faire des bavures, nous disons non. Et nous allons y aller jusqu'au bout avec eux. Ce sera la résistance. Ce sera la résistance. Ils ont arrêté plus de 17 femmes qui manifestaient pacifiquement à Dakar. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller en prison autant que toutes les autres femmes. Qu'ils nous enferment tous, mais il y aura encore des patriotes qui seront là. Donc non à la violence qui sévit, à l'arrestation illégale de nos membres de PASTEF. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être arrêtés illégalement et on ne va pas s'en arrêter là. Aujourd'hui, nos camarades sont en train d'être arrêtés n'importe comment. Nous sommes dans un pays de droit et nous n'allons pas accepter cela. Fatou Bintou Diédhiou qui a été arrêté par la police juste après cette déclaration, en même temps que 4 autres membres de PASTEF à Sédhiou qui tentaient donc d'organiser une marche spontanée ce matin. Justement à propos des 17 femmes de PASTEF arrêtées vendredi, elles ont été déférées ce matin au parquet. Elles se trouvent actuellement dans la cave en attente d'être reçues par le procureur de la République. Elles risquent une inculpation pour attroupement sur la voie publique et menace de troubles à l'ordre public. C'est ce lundi 1er mars, en principe, que l'Assemblée nationale devrait transmettre au ministre de la Justice son rapport sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. C'est ce que confient des sources à la RFM. Le juge d'instruction aura dès lors la latitude de convoquer le leader du parti PASTEF accusé de viol sur une masseuse. Binta Diallo. Le retard serait dû à une lenteur administrative.
C'est la secrétaire générale de l'Assemblée nationale qui doit en effet rédiger le rapport issu de la dernière plénière ayant voté la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Selon les informations obtenues, tout devrait se faire dans cette journée. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, va envoyer sa lettre-réponse et le journal de la plénière au ministre de la Justice. Ce courrier va notifier au garde des Sceaux l'autorisation par l'Assemblée nationale à la justice de poursuivre le député Sonko, dont la levée de l'immunité parlementaire a été actée vendredi dernier, faut-il le rappeler. Ce qui veut dire que dès réception de la correspondance du président Niasse, le ministre de la Justice va saisir le procureur général près la cour d'appel et c'est seulement après que le procureur de la République pourrait saisir le juge d'instruction. Le doyen des juges va alors entrer en action et envoyer une convocation à Ousmane Sonko. Ce dernier devrait soit répondre ou refuser de répondre, c'est son choix. Dans ce dernier cas, le juge va lancer un mandat d'amener illico presto et Ousmane Sonko sera cueilli pour être présenté au doyen des juges et ce sera le début des affaires sérieuses pour Sonko. Affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr toujours, ce n'est pas encore un bloc compact de l'opposition derrière le leader de PASTEF, même s'il y a des soutiens affichés de certains opposants. L'absence de prise de position de figures connues procède-t-elle de calculs politiques? Le journaliste Hassan Samb explique cette réserve par le fait que l'affaire est d'abord judiciaire. Pas Besdiba. Ousmane Sonko continue de bénéficier de soutien de politiques syndicalistes religieux ou sociétés civiles. Mais il y a encore des figures de l'opposition que l'on n'a pas encore entendues. C'est le cas de Thierno Alassane Sall, même si la position des cadres de la République des valeurs est claire. Dans un communiqué sur la page officielle de leur leader, ils affirment que l'adversité politique ne peut en aucune manière servir de prétexte à des méthodes de barbouze. Les camarades de Thierno Alassane Sall de rappeler que dans cette affaire, les pouvoirs publics se doivent de respecter et de faire respecter le principe de la présomption d'innocence. Du côté de Bokk Gis Gis, le leader Pape Diop est aphone, mais des membres du parti prennent position sur les plateaux de télévision. Il y a également la position sans embâche de son député Abdou Mbaké Baradoli. Le FRN, dont est membre PASTEF, dit préparer des actions. Mais l'attitude de l'opposition de manière générale peut s'expliquer par le fait que l'affaire est d'abord judiciaire, selon notre confrère Hassan Sam. D'autres, bon, ils ont eu des attitudes plus ou moins ambiguës. Avec le PDS, on ne vote pas, mais on va participer à la commission ad hoc, des choses comme ça, pour l'immunité. Je pars du principe que aussi bien l'opposition que la majorité dans cette affaire devraient observer une stricte réserve. C'est une affaire judiciaire. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, c'est vrai. Maintenant, bon, Sonko a eu peut-être ce que rêvaient beaucoup de gens, ce qu'ils n'ont pas eu forcément. La mort politique de Ousmane Sonko va sans doute profiter à certains de l'opposition. Autre aspect de cette affaire, la police de Rufisque poursuit son enquête après l'incendie au domicile du député Seydou Diouf hier soir. Il n'y a aucune arrestation pour le moment. Une information de notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et puis le syndicaliste Dambodj, secrétaire général du CUSEMS Authentique, et d'autres personnes comme l'activiste Abdou Karim Gueye Khourmkhar attendent encore d'être déférés au parquet. Ils se trouvent toujours dans les locaux du commissariat central de Dakar. Dambodj et compagnie sont poursuivis pour attroupement sur la voie, participation à une manifestation interdite et violation de l'arrêté sur l'état d'urgence et l'interdiction de rassemblement. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. L'arrestation de Dambodj, justement, avec le mouvement de grève lancé par certains syndicats en solidarité avec le secrétaire général du CUSEMS Authentique à Kaolack. Le SADEF condamne fermement et exige sa libération. C'est inadmissible et inacceptable que l'État du Sénégal veuille museler tout le monde sur cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. La section communale
du syndicat autonome pour la défense de l'éducation et de la formation, exprime son indignation suite à cette arrestation. Écoutons Adama Koli, secrétaire général de la section communale du SADEF Kaolack, interrogé par Ibrahima Djamé. Nous sommes foncièrement indignés face à cette arrestation parce que Dambodj, en tant que responsable syndical, il a le droit, effectivement, de défendre la démocratie, de défendre l'état de droit. Et aujourd'hui, nous pensons qu'au Sénégal, les libertés individuelles qu'on a bataillé ferme pour leur préservation sont en train d'être foulées, n'est-ce pas, aux pieds par le régime en place. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à l'État du Sénégal d'apaiser le climat et de laisser tout citoyen de ce pays manifester, n'est-ce pas, ses droits, manifester effectivement ses convictions, parce que ce pays-là nous appartient et cette arrestation, ça n'est de trop. Dambodj est un responsable. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous ne pouvons pas effectivement croiser les bras par rapport à une telle situation, parce que nous estimons que l'État aujourd'hui vient de poser, n'est-ce pas, l'acte de trop. Qu'est-ce que vous comptez alors faire au niveau du SADEF si l'État persiste à garder à vue Dambodj? Mais nous pensons qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser. Les jours à venir doivent être décisifs parce que nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de croiser les bras, d'être des spectateurs, n'est-ce pas, face à cette situation. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train d'amener ce pays-là à la dérive. La démocratie, nous devons la défendre pour tous les citoyens de ce pays. Sur le terrain, le mot d'ordre de grève décrété par certains syndicats d'enseignants pour exiger la libération de Dambodj n'est pas bien suivi dans la banlieue dakaroise. Seuls les lycées de Pikine et de Mbao ont connu un arrêt des cours. Reportage Ndongoka. L'arrêt des cours ne concerne pas tous les établissements scolaires du département de Pikine, a précisé l'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye. Cependant, Gana Sène souligne au bout du fil qu'il y a eu perturbation des cours dans certains lycées du département. C'est le cas au lycée de Mbao. Dans cet établissement, professeurs et élèves ont boudé les classes ce matin. Ils sont en mouvement d'humeur pour exiger la libération des enseignants arrêtés par les forces de l'ordre ces derniers jours. Professeur Ibrahima Kane, secrétaire général du SAEMS de Tcharoy. On a constaté effectivement l'oppression que subit un peu le système éducatif. Et pour nous, il serait quand même assez dangereux de rester dans l'inertie parce qu'aujourd'hui, un camarade enseignant est en prison et sa place n'est pas en prison. Cette situation qui est quand même assez regrettable pourrait nous arriver à nous tous, nous autres enseignants. Il est de notre devoir de le soutenir. Et aujourd'hui, le lycée de Mbao est paralysé. Les élèves sont sortis massivement. Tous les collègues se sont montrés solidaires face à cette forfaiture. Le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire à Tcharoy soutient que la lutte ne fait que commencer. Ibrahima Kane. Et nous exigeons véritablement que les collègues, à la fois le camarade Dambodj et tous les autres collègues qui sont emprisonnés, mais soient relâchés sans délai et sans aucune forme de condition. Même si, dans le fond, nous ne partageons pas forcément les mêmes convictions syndicales, nous pensons que c'est de notre devoir de le soutenir. Au lycée de Pikine aussi, il n'y a pas cours ce lundi. Le mot d'ordre de grève est bien respecté par les professeurs, contrairement au lycée de Kermassar et de Tcharoy. Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Et puis cette question, la grève du G20 et de certains syndicats en solidarité avec Dambodj est-elle légale? La parole à un inspecteur du travail qui estime que c'est bien possible, mais cela comporte des risques et le ministère de l'Éducation appelle les enseignants à la raison. Mohamed Ali Mouba. Peut-on faire la grève pour des motifs autres que professionnels? Pour l'inspecteur du travail à la retraite, Ibrahima Samb, tout dépend de ce qui nous motive. Tout est question de rapport de force. Dans le monde du travail, les relations sociales, les relations professionnelles sont régies par des textes. Mais au-delà des textes, il y a toujours des rapports de force, des épreuves de force. Et l'exercice de ces rapports de force-là aussi est encadré par la réglementation. Il y a toujours des limites pour éviter certains excès, certains dérapages. Mais il y a aussi toujours des moyens et des mécanismes de médiation, de concertation. Pour appuyer son argumentaire, l'inspecteur du travail à la retraite convoque l'histoire politique du Sénégal. À côté des grèves ayant des motifs purement professionnels, il est arrivé au Sénégal, dans d'autres pays comme à travers le monde, qu'on voit des grèves, par exemple des grèves de solidarité, ou des grèves dont les fondements ne sont pas seulement professionnels. Il y en a toujours dans la réalité. Mais au ministère de l'Éducation nationale, on rappelle le principe. Pour Mohamed Moustapha Diagne, l'école ne saurait souffrir de grèves qui n'ont aucun rapport avec le secteur.
Mohamed Moustapha Yagne est directeur de la formation et de la communication au du ministère. Moi, je dis qu'il faut que les enseignants d'abord le savent. Parce que lorsque l'enseignant va en grève, même régulièrement, il y a des dispositions de la loi. Mais cette fois-ci, je dis bien qu'il n'y a pas de mot d'ordre de grève, qu'il n'y a pas de préavis de grève. Cela veut dire que l'enseignant devrait s'abstenir donc d'abandonner son poste pour des raisons qu'on peut qualifier de politique. Dans tous les cas, tout le monde connaît les dispositions de la loi allant dans ce sens-là. Mais nous n'arriverons pas à tout cela. Nous voulons donc garder espoir que tous les enseignants vont se préserver vraiment de se mêler à une affaire qui ne le concerne pas. Pour le moment, le ministère est en train donc de faire le point et des sanctions sont prévues pour ceux qui iront en grève pour des motifs politico-politiciens. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Selon le dernier pointage rendu public ce matin par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, un total de 27 018 personnes ont été vaccinées à la date d'hier, dont 1365 dans la seule journée de dimanche. À Bambey, l'un des députés de la circonscription, Aïda Mbodj, a reçu sa première dose. Pour donner l'exemple, correspondance Babacar Diouf. L'honorable député Aïda Mbodj n'a pas suivi ses collègues de l'Assemblée nationale qui ont pris leur dose de vaccin à l'hémicycle. Elle a préféré se faire vacciner au centre de santé de Bambey, un acte qu'elle justifie. Pour éradiquer la pandémie, il faut le vaccin. C'est la seule solution. Donc, nous ne devons pas hésiter. Et nous voudrions renvoyer cette image parce que nous avons préféré effectivement faire notre vaccination au niveau de Bambey, devant nos militants, devant nos amis, devant nos parents, devant ceux qui nous font confiance pour effectivement leur dire qu'ils sont notre patrimoine, qu'ils sont effectivement nos amis, qu'ils doivent se protéger. Et pour se protéger, il faut s'adonner à cette vaccination. Un exercice auquel elle invite tous ses camarades politiques de tous bords pour faire reculer la pandémie. L'image de conscientiser les autres leaders. Parce que comme vous le savez, les populations constituent notre patrimoine humain. À chaque fois que nous avons besoin de suffrage, nous allons les voir. Donc il est de notre devoir de les protéger. Un soutien de taille dans la campagne de communication pour l'adoption des vaccins, selon le médecin-chef du district sanitaire de Bambey. Honorable député, Madame Aïda Mbodj, mi ñëw di ñu jàppale ci sensibilisation bi ñu nekk di def pour askan bi ñeme vaccin bi xam que ne vaccin bi dafa ñëw pour aar vaccin bi amul benn effet secondaire. À ce jour, le département de Bambey a injecté 800 doses des 1700 reçues. Bambey. RFM Babacar Diouf. Comme vous le savez déjà, sans doute, le Sénégal attend une livraison de 347 000 doses du vaccin AstraZeneca mercredi dans le cadre de l'initiative COVAX. En attendant l'arrivée de ces vaccins, les personnes vivant avec un handicap se mobilisent à Thiès, mais elles s'inquiètent de l'accès aux vaccins pour les personnes à mobilité réduite. À Thiès, Charante Diop. Les handicapés à mobilité réduite ont engagé une série de rencontres pour sensibiliser davantage les personnes handicapées à se mobiliser pour cette campagne de vaccination. Ils ambitionnent d'atteindre un taux élevé de vaccination. Adama Dione, la première vice-présidente du mouvement des handicapés républicains de Thiès. Bi def ben dernier appel rek moy vaccin yi ñew xam nañ ne personne à mobilité réduite sen jog dafa jafé. C'est un appel que nous lançons. Nous demandons aux autorités de nous faciliter la tâche, de venir auprès de ces handicapés pour les vacciner. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer. Vraiment su mënoon yombalal ko personne à mobilité réduite ñu fekk ci leen defal leen vaccin yi ku nekk ci gox bi nga ne rek. Docteur Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat, souligne que la vaccination est un dispositif très important dans la prévention. Pour lui, ces handicapés méritent soutien et assistance. Nous nous réjouissons de cette excellente initiative des handicapés républicains pour faire une tournée nationale afin de sensibiliser les populations, non seulement à continuer et à renforcer les gestes barrières, mais aussi à se vacciner. Et nous demandons aussi à nos amis, à nos frères, nos sœurs handicapés de se rapprocher de la plateforme parce que le président a demandé que cette initiative se fasse dans la plus grande transparence, mais aussi dans la plus grande équité. Docteur Pape Amadou Ndiaye rassure, bientôt tous les handicapés du Sénégal recevront leur carte d'égalité des chances. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
Parlons maintenant des personnes du troisième âge, une population parmi les premières ciblées dans le cadre de cette campagne de vaccination contre le Covid-19. À Grand-Yoff, les personnes du troisième âge se disent prêtes à prendre le vaccin. Le seul hic, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup d'informations sur le déroulement de la campagne. Voici le reportage de Doumou Kalsoumli. Vaccination, Mère Maimouna Niane habite le quartier Nungan de Yoff. Elle veut se faire vacciner comme toutes les personnes de son âge. Mais cette vieille dame n'a pas toutes les informations pour recevoir sa première dose. Du coup, elle reste chez elle et continue de respecter les gestes barrières. Il n'y a pas assez de communication par rapport à cela. Tout ce que nous voulons, c'est être immunisés une bonne fois pour toutes contre cette maladie. Toujours dans cette concession, nous avons trouvé le vieux Massetnian. Il est bien au courant du démarrage de la campagne de vaccination, mais déplore le déficit d'information qu'il a remarqué. On sait que la campagne de vaccination a démarré, ça on le sait. Mais pour le moment, il n'y a pas plus d'informations sur le déroulement, sur les inscriptions. Les relais communautaires, je pense qu'ils devraient défendre sur le terrain, sensibiliser, aider les cibles prioritaires pour que ces cibles-là sachent exactement ce qu'il faut faire, comment ça va se dérouler, je veux dire. Mais il n'y a rien de truc. Adifal Djen, la soixantaine dépassée, estime que chaque jour la presse évoque cette campagne de vaccination contre la Covid-19, mais dans son quartier, l'heure est aux attentes. Tout ce qui nous sert de solution pour éradiquer le coronavirus est à saluer, sauf que les gens ne sont pas bien sensibilisés. Les autorités ont mis sur pied une plateforme pour permettre aux personnes cibles de s'inscrire et de recevoir la première dose. Mais dans ce sens, la maîtrise de l'outil informatique demeure un obstacle pour certains. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'une orientation pour pouvoir se faire vacciner. Quant aux médecins en spécialisation, ils vont observer un mouvement d'humeur mercredi et jeudi. Ils dénoncent leur mise à l'écart dans le lot des personnes à vacciner contre le Covid-19. Ces médecins parlent d'injustice et de manque de considération à leur égard. Écoutons le président du COMES, le comité des médecins en spécialisation, le docteur Gilbert Bonaventure Tchao, et au téléphone avec El Haj Ndiogoudjen. Les DS que nous sommes, les médecins en spécialisation, pharmaciens dentistes que nous sommes, ne sont pas considérés dans certains hôpitaux, car tout le monde sait que nous sommes en première ligne, comme l'a si bien demandé le ministère de la Santé de vacciner le personnel de première ligne, à savoir les médecins de garde et les infirmiers et j'en passe. Malheureusement, on s'est vu refuser ce vaccin. C'est pas dans toutes les structures, mais il y a des structures qui n'ont pas considéré la vaccination des DS comme étant une priorité, alors que à côté, il y avait, on vaccinait d'autres personnes qui n'étaient pas aussi exposées que les DS, à savoir les agents administratifs et certains personnels qu'on pourrait éventuellement pas considérer comme étant des gens aussi exposés que nous, médecins. Donc, on a prévu de faire une situation complète de toutes nos activités, le mercredi et le jeudi, en réponse de cette injustice et qui est grandissante et qui est due au fait qu'aujourd'hui, les médecins en spécialisation, les pharmaciens et les dentistes n'ont pas de statut. Aujourd'hui, personne ne peut te dire si eux, ils appartiennent à quelle catégorie, qui n'ont ni motivation hospitalière. Le ministère de la Santé rassure. Tous les agents en première ligne de la lutte contre le Covid-19 seront bel et bien vaccinés, selon le directeur de la prévention. Le docteur Mamadou Ndiaye appelle à la sérénité. Il est joint par El Haj Ndiogoudjen. Moi, je n'en ferai pas une autre appréciation. C'est juste dire l'esprit et la lettre de la note qui a été envoyée à l'ensemble des responsables des structures de santé. Celle-ci a dit ceci de manière expresse, textuellement. Sont considérés comme agents de première ligne, tout agent des CTE, tout personnel de soins des centres de santé, postes de santé, hôpitaux, structures publiques, privées, parapubliques, acteurs communautaires de soins, agents d'hygiène, ambulanciers, techniciens de surface, agent de laboratoire, technicien de radio ou tout agent pouvant se retrouver nez à nez avec un malade de par son poste de travail. Je pense que les gens sont extrêmement clairs et l'ont adressé aux responsables des structures de santé. À charge à ce dernier de dresser la liste de ces agents de première ligne. Maintenant, ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, etc., je pense que c'est très facile de le régler au sein d'une structure de santé que de faire autre chose. Mais néanmoins, voilà ce qui est dit.
Et qu'encore une fois, tout ça, c'est parce qu'il y a une tension sur les doses, mais sous peu, ça sera loin derrière nous. Et puis, s'agissant de l'épidémie de Covid-19 en tant que telle, à la veille du premier anniversaire du premier cas enregistré au Sénégal, 34 732 cas positifs ont été enregistrés dans le pays depuis le 2 mars 2020. 29 161 patients ont pu guérir de la maladie, mais on compte 880 décès dus au coronavirus et 4 690 personnes sont actuellement sous traitement, dont 53 cas graves. Les chiffres du jour, 212 nouvelles contaminations ont été annoncées ce matin, 57 cas contacts et 155 cas communautaires sur un total de 1746 tests effectués. 267 patients ont été déclarés guéris, mais on déplore 8 décès. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Détié Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Tchad, l'opposant Yaya Dillo n'est plus à son domicile. Un de ses frères a confié à RFI qu'il a été exfiltré de sa concession par des proches qui l'ont mis en lieu sûr. Ses amis auraient profité de la confusion qui a régné hier dans le quartier lorsque des civils ont caillassé un véhicule militaire. Hier, le domicile de Yaya Dillo a été attaqué par les forces de sécurité. Selon lui, l'armée et la police ont tué sa mère et plusieurs membres de sa famille qui se trouvaient chez lui. Le porte-parole du gouvernement a réagi que les forces de l'ordre ont tenté de l'arrêter ayant essuyé des tirs à leur arrivée. N'ont pas eu le choix que de riposter. Yaya Dillo est candidat à la présidentielle d'avril prochain. Son dossier a été déposé vendredi à la Cour suprême. L'opposant Saleh Kebzado, lui, a retiré sa candidature de la présidentielle du 11 avril prochain. L'opposant dénonce une militarisation évidente du climat politique, précisant que l'intrusion des forces de sécurité dans la résidence du candidat Yaya Dillo impacte négativement le processus électoral en cours. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre donne de ses nouvelles. Ahmed Bagayoko est en France pour des raisons de santé et c'est à travers les réseaux sociaux qu'il s'est adressé ce matin à ses compatriotes. Gobia Yabi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a dans un post sur ses réseaux sociaux officiels donné de ses nouvelles depuis la France où il séjourne pour des raisons de santé. Il dit, et je cite, « Chers tous, le mois de mars est un mois spécial pour moi. Je vous le souhaite excellent et vous invite à toujours garder vos valeurs ainsi que votre foi en Dieu le Tout-Puissant. » Fin de citation. Le chef du gouvernement ivoirien est à Paris depuis 2 semaines. Il s'y est rendu pour des examens médicaux selon un communiqué de la primature ivoirienne. Une présence en terre française qui est sujette à de multiples interprétations. Des informations alarmantes au sujet de son état de santé continuent d'inonder les réseaux sociaux. Ce poste d'Ahmed Bakayoko intervient à quelques jours de la tenue des élections législatives en Côte d'Ivoire. Scrutin prévu pour le 6 mars, auquel il participe en tant que candidat du Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix RHDP dans la circonscription de Séguéla, sa ville natale. Ahmed Bakayoko sera-t-il présent en terre ivoirienne pour les législatives? C'est la grande inconnue. Ici Abidjan Goubia Yabi, RFM. Georges, en Libye, plusieurs migrants secourus en Méditerranée. Près de 100 personnes, elles ont été secourues par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenées à la base navale de Tripoli, Sonamane. Ils tentaient de traverser la Méditerranée, parmi eux 6 femmes et 2 enfants pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali. Selon un représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, une vingtaine de passagers sont portés disparus. 2 des survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes ont été transportés vers un hôpital de la capitale. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers de personnes tentant de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'une odyssée longue et dangereuse. Les agences de l'ONU et les ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de personnes interceptées en mer et les conditions déplorables dans les centres de détention. Au moins 3700 hommes, femmes et enfants ont été ramenés dans ce pays depuis le début d'année selon l'OIM en Libye vendredi sur Twitter. Selon une source de l'AFP, la plupart ont été transférés vers des centres de détention dont les conditions ne cessent d'empirer.
En France, verdict attendu ce lundi dans l'affaire des écoutes impliquant Nicolas Sarkozy. Le tribunal correctionnel de Paris va dire si l'ancien président est reconnu coupable ou non des délits de corruption et de trafic d'influence. En décembre, le parquet national financier avait requis 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy, estimant que l'image présidentielle avait été abîmée par cette affaire aux effets dévastateurs. L'affaire des écoutes remonte à 2014 dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2017. Les juges avaient découvert que Nicolas Sarkozy utilisait une ligne téléphonique secrète ouverte sous l'alias Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Les avocats de la défense avaient réclamé l'annulation de toute la procédure basée, selon eux, sur des écoutes illégales car violant le secret des échanges entre un avocat et son client. Et l'on termine par la Birmanie. Aung San Suu Kyi a comparu ce lundi devant la justice. Elle a été inculpée pour 2 nouvelles infractions. L'ex-dirigeante est désormais poursuivie pour avoir violé une loi sur les télécommunications et pour incitation de troubles publics. Merci Georges Détidio pour 12h30. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Au-delà des aspects judiciaires et politiques, quelles répercussions de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dans d'autres secteurs de la vie nationale? Point de vue dans une dizaine de minutes. Ce sera avec le docteur Abdoukhadre Sanogo, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, et Babacar John, analyste politique, directeur de publication du journal Li Quotidien. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Junior Diagne. Merci Suleiman et bonjour à vous. Génération Foot vise désormais le titre de champion du Sénégal. Après une 4e victoire dont la dernière c'était hier face à l'équipe du Jaraaf en championnat, l'équipe de Génération Foot veut désormais remporter le titre de champion du Sénégal. Pour le capitaine des Grenats, Jean-Louis Barthélémy Diouf, il n'est plus question de se cacher derrière son petit doigt. Nous l'écoutons. Nous rendons grâce à Dieu. On a préparé toute cette semaine ce match contre le Jaraaf et Dieu merci, on a réussi à appliquer tous les plans qui ont été concoctés. Battre le Jaraaf, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce qui va faire de nous des champions. Maintenant, nous allons revoir nos ambitions à la hausse parce que l'équipe que nous avons n'est pas une équipe taillée pour jouer le maintien. Nous visons le titre. Oui, c'est vrai, nous allons jouer le week-end prochain contre Djambar qui est le leader. C'est un autre match que nous allons préparer avec minutie, mettre des plans de jeu pour aller les battre là-bas. Ce sera donc l'affiche phare de la 10e journée, match qui est prévu au stade Fodé Wade à Saly. L'équipe de Djambar, leader de cette Ligue 1 sénégalaise avec 18 points, reçoit son dauphin Génération Foot qui en compte 17. CAN U20, on joue les demi-finales cet après-midi. À partir de 16h, le Ghana défiera l'équipe de la Gambie et à 19h30, l'Ouganda fera face à la Tunisie. Cette Coupe d'Afrique des U20 se joue en terre mauritanienne. Reprise des combats de lutte, le CNG mise sur son protocole sanitaire pour stopper le coronavirus. Un protocole sanitaire qui exclut d'emblée les tests PCR pour les différents acteurs, mais un protocole sanitaire sera établi et mis en place à l'arène nationale pour filtrer toutes les entrées. Le président du CNG, Birassen, s'est entretenu avec RFM ce matin. Nous avons réuni pour l'instant 234 personnes, maximum. Les journalistes, les promoteurs, les managers, les médecins, la commission de discipline, la commission d'organisation, les officiels du CNG, les lutteurs, les batteurs, les microcentraux, les cantatrices et chanteurs. Tout ce paquet-là doit être dans la fête de 234 personnes. Nous tenons à ne pas atteindre, n'est-ce pas, la barre de 300 personnes. Que comme au football, au basket, vous avez un protocole sanitaire qui exige des tests pour les joueurs, les journalistes, pour tous ceux qui seront présents. Bon, en fait, on a un protocole sanitaire vraiment très fouillé, mais en réalité, on ne va pas jusqu'à arriver à tester tous les acteurs de la lutte. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous sommes comité national. Si vous proposez les tests pour une organisation, entre guillemets, privée, qui appartient à un promoteur, qui va payer ces tests-là? Par exemple, pour les lutteurs, est-ce que c'est le lutteur qui va payer le test, ou c'est le promoteur, ou c'est le CNG? Si on reste dans la fourchette de 40 000 francs, je crois, n'est-ce pas, le coût d'un test. Si vous voulez tester 128 lutteurs, c'est combien? Dans l'étude et dans l'évaluation, c'est beaucoup de millions que le CNG n'a pas. Alors donc, nous avons dit, nous allons faire, n'est-ce pas, des tests, n'est-ce pas, au sens clinique, qui
utiliser des thermoflashes pour voir la température de toute personne désirant d'entraîner pas dans l'arène. Le lavage des mains sera obligatoire, le port du masque sera obligatoire. Maintenant, s'il y a une personne suspecte, comme il y aura la commission médicale et tout, s'il y a une personne suspecte, et les médecins qui sont de la place vont isoler la personne là et vont demander certainement son évacuation comme ça. La lutte donc qui va retrouver ses folles après-midi. Cette fois-ci seulement, le public sera à la maison. N'est-ce pas? Merci, Madame Junior Diagne. Il est 12h35. Une nouvelle histoire de... L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Merci Abdoulaye Diop. Une nouvelle histoire de faux billets de banque défraie la chronique. Des individus ont été interpellés et d'autres arrestations devraient suivre. Mais les citoyens sont-ils sensibles à cette situation? Pas tous. Certains se disent certes préoccupés par les nombreuses affaires du genre qui secouent le pays, mais dans leur quotidien, ils n'y prêtent pas vraiment attention. Un reportage d'Anna Rocha. En ce lundi matin, le guichet d'une banque sise au quartier Sacré-Cœur 3 de Dakar est pris d'assaut. Les usagers attendent patiemment de pouvoir se servir. Aïda Diop est commerçante, ces histoires de faux billets la préoccupent. Ça nous interpelle vraiment, d'autant plus que ça a tendance à s'intensifier. Honnêtement parlant, j'y ai jamais prêté attention. Je me suis jamais douté que un jour, je peux recevoir de l'argent venant d'un client et que cela peut s'avérer être un faux billet. Au-delà du simple fait de s'inquiéter, Fatou Sen a peur. Peur car elle ne connaît pas justement les risques. Ça fait peur parce qu'une personne comme moi peut se retrouver avec ces faux billets qui ne reconnaît pas, malheureusement pas, ces faux billets et avoir des ennuis judiciaires avec. Être à la police... c'est un peu compliqué. Le grand problème, c'est cela. Comment s'assurer qu'il s'agisse de vrais ou faux billets, déplore Cher, comptable dans une entreprise de la place. Des fois, il est matériellement impossible de faire les vérifications idoines, d'autant plus que les billets contrefaits sont des fois tellement sophistiqués, sont tellement bien faits qu'il faudrait des appareils spécialisés pour pouvoir les détecter. Maintenant, on est toujours conscient de ce risque et on essaie de vérifier tant que faire se peut. Et pourtant, le code pénal est assez clair dans ce sens. Quiconque aura participé à l'utilisation ou à la distribution de signes monétaires contrefaits sera également puni. Jusqu'à 5 ans de travaux forcés, rien qu'en cas de circonstances atténuantes. La presse de ce lundi 1er mars 2021, passée en revue par Pape Besdiba. Bonjour. À quand la convocation de Ousmane Sonko pour audition? Le journal Les Échos n'avance pas de date, encore moins d'heures, mais connaît au moins les raisons pour lesquelles le juge d'instruction n'a pas encore convoqué le leader de PASTEF. Le confrère explique en effet que le juge n'avait pas encore reçu le document de l'Assemblée nationale lui notifiant la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, document sans lequel le 8e, en référence au juge du 8e cabinet, ne peut poser le moindre acte. Ce dernier rappel d'ailleurs Tribune a été récusé par Ousmane Sonko qui, d'après le journal, va vers une semaine décisive. En attendant, la série d'arrestations de ses proches se poursuit. Libération note que rien qu'à Dakar, au moins 47 soutiens du leader de PASTEF ont été placés en garde à vue entre vendredi et samedi. Le journal signale également que le syndicaliste Dambouch et l'activiste Abdou Karim Gueye ont été interpellés par la police. Ils sont visés pour participation à une manifestation interdite et violation de l'arrêté en date du 19 février du ministre de l'Intérieur. Sucré salé dans le quotidien pointe certains amalgames qui peuvent être dangereux. Ainsi, commente le confrère, un individu épinglé pour des histoires de mœurs qui se rappelle sa casquette politique et qui crie au complot pour tenter de se sauver joue sa crédibilité. De la même manière, quelqu'un qui se fait interpeller pour violation d'une interdiction de manifestation politique et qui se rappelle qu'il est dirigeant syndical pour appeler à une grève des enseignants pour le sortir de son mauvais pas, cela pousse à s'interroger sur la sincérité de certains engagements dans ce pays. Le quotidien qui nous informe par ailleurs qu'un policier et un gendarme ont été mis aux arrêts la semaine dernière. Leur tort, le journal note qu'ils ont fourni
des renseignements à Ousmane Sonko. Mais d'après mon confrère, ils ne sont pas les seuls à être dans le collimateur de l'État, puisque 2 autres policiers ont été également entendus pour les mêmes raisons avant d'être relâchés. Cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr a fait monter une tension dans le pays, d'où l'implication de religieux qui, d'après l'AS, ont pris leur bâton de pèlerin pour apaiser cette tension. Les religieux au salon d'accueil renchérit l'Observateur en une. L'Obs qui souligne que Mame Matar Gueye, Abbé Jacques Seck et compagnie ont été déjà reçus par Ousmane Sonko, mais de cette entrevue ayant duré plus d'1 heure, il ne filtrera pas grand-chose, même si, fait remarquer l'Observateur, Sonko a prêté une oreille très attentive à un appel au calme. Il n'a donné aucune garantie. Un autre religieux qui fait parler de lui dans Source A, le journal s'entretient avec le fils de Serigne Bara Mbacké, défunt khalife général des Mourides, le sermon sec de Serigne Saliou Mbacké, morceau choisi de l'entretien. J'invite tous les Sénégalais à ne pas répondre à cette invitation parce que ni Dieu ni son prophète ne nous ont appelés sur cette voie. Pour le marabout, Ousmane Sonko doit répondre à une convocation de la justice. Toute autre chose avec le Soleil, selon qui notre pays va réceptionner mercredi prochain 324 000 doses du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. L'Astra de Anne informe qu'il s'agit des vaccins de l'initiative COVAX. Terminons avec Record Quotidien à propos de la présidence de la CAF avec ce protocole de Rabat. Patrice Motsepe, président de la CAF, c'est ce qui est ressorti d'après mon confrère des négociations entre les différents candidats qui se sont retrouvés à Rabat sur demande de la Fédération marocaine de football. Le poste de premier vice-président est promis à Maître Augustin Senghor et celui de deuxième à Ahmed Yahya. Record souligne que Jacques Anouman est mis hors jeu. Bonne lecture à toutes et à tous.